Ils ont des racines et une détermination qui les porte. Ces ultramarins vont nous partager leurs doutes, leurs réussites et leur vie depuis qu'ils ont quitté leur terre natale pour l'Hexagone. Ils nous expliqueront comment ils ont réussi à conserver leur identité en étant à des milliers de kilomètres de chez eux. Je suis Ina Notali, je suis originaire de Wallis et Futuna et je vous donne rendez-vous dans Mon Horizon, le podcast qui part à la rencontre d'ultramarins inspirants. Alors bonjour Manuari, Bonjour ou Inalo. devrais-je dire Yaorana. Yorana. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de notre podcast Mon Horizon. Alors, toi, Manuali, tu es styliste, couturier, designer, enfin, tu as vraiment plusieurs casquettes. Comment est-ce que toi, tu te définirais? Comment est-ce que toi, tu parles de toi quand tu te présentes? Alors j'aime bien dire que je suis un caméléon à plusieurs couleurs, plusieurs facettes. C'est même moi, je saurais pas expliquer et définir vraiment ce que je fais puisque je suis sur tous les fronts. Ok, raconte-moi un petit peu comment est-ce que t'en es arrivé là aujourd'hui? Comment t'es venue cette passion? Est-ce que c'est venu dans ton enfance, quand t'étais à Rurutu? J'ai grandi à Rurutu, oui. Je suis né à Tahiti, mais toute mon enfance a été Rurutu. Je suis un enfant qui a grandi dans une famille d'artistes qui travaillaient la terre, comme tout ce qui touche à l'artisanat, dans la transformation des matières végétales, minérales. Et en fait, j'ai baigné dedans. Et c'est naturellement, je pense que tout est venu de là et que j'ai suivi l'exemple de mes tantes, ma mère aussi, qui travaillait beaucoup les matières naturelles. D'accord. Donc, tu dirais qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir, en fait, de ton enfance que tu réutilises peut-être encore aujourd'hui ou auquel tu penses, en fait, encore aujourd'hui quand tu fais tes créations, tes robes, etc. Bon, aujourd'hui, j'ai mon stock de matières finalement que j'ai toujours eu dans ma vie, que j'ai toujours touché, j'ai travaillé avec et j'ai l'impression que c'est comme un héritage en fait qui se perpétue dans la famille puisque c'est comme avoir une lampe à la maison ou avoir du sel et du poivre dans la cuisine. Et ben moi, les mêmes matières, nacre, perles, pandanus, natte tressée, ça fait partie de mon quotidien et il faut absolument que je les ai dans mes placards. Et j'ai grandi avec ça et toujours dans l'objectif de rendre fière ma famille qui m'a transmis cet héritage ancestral. Et aujourd'hui, je pense, oui, qu'ils sont fiers. Ok. Mm. Quelle place, justement, là, tu me dis que tu as appris avec tes tantes, tes grands-mères, peut-être ta maman même, quelle place elles ont eu justement durant ton enfance? Elles t'ont guidé dans, on va dire, dans quel aspect de ta vie, en fait, elles ont pu te guider jusqu'aujourd'hui? Ben, il y avait à la maison toujours un rassemblement entre ma mère, mes tantes, mes grands-mères, pour justement juste profiter du moment, tout comme partager des techniques à la machine à coudre, dans le tressage. Et moi, j'étais toujours à côté. Donc, on est une grande fratrie de cousins, de cousines. Et pendant que tout le monde, bah, à notre âge, hein, enfant, allait jouer, moi, j'étais là en train d'observer, de toucher. Un exemple simple, ma mère à la machine à coudre, il y a des chutes, par exemple, de tissu qui sortaient de la machine. Maman, je les attrapais pour reproduire et refaire pareil, sinon mieux. J'avais mes deux sœurs toujours avec moi aussi, que j'aimais habiller de rideaux transformés en robes. Et j'étais là toujours à, à faire de petits défilés, par exemple quand il pleut à la maison. Enfin, c'est des moments qui restent gravés, moi, dans ma mémoire parce que c'est ce qui m'a forgé pour aujourd'hui, pour ce que je fais dans mon travail et ce qui est reconnu aussi par le public touche vraiment et cette sensibilité-là que j'ai eue dans ma famille en grandissant. Et je suis à la vie de partager maintenant aujourd'hui, ben,
tout ça dans l'Hexagone ici à Paris. OK. Et justement, tu as appris tout ça quand tu étais, sur ton île natale. À quel moment est-ce que tu as voulu, en fait, partir et venir ici, est-ce que c'est la motivation, c'était celle-là, comme tu me dis, de vouloir ramener tout ce savoir que tu as appris ici dans l'Hexagone ou c'était totalement autre chose? C'était, en fait, j'étais pas du tout dans ce milieu-là, professionnellement, puisque bon, le tourisme, ça fait partie de la première économie, de la Polynésie. Donc, c'est naturel qu'on s'oriente un peu dans les métiers qui nous font voyager. En tout cas, c'était un peu l'état d'esprit à mon époque pendant mes études. Et voyager, c'était d'abord mon premier objectif. Donc l'hôtellerie, le tourisme m'a aidé pour ça. Et je reste reconnaissant de tous les voyages que j'ai eus d'abord avec mes parents et ensuite par le biais des hôtels où j'ai travaillé. La mode est arrivée ensuite, c'est-à-dire que c'était un rêve déjà, petit, mais en termes de formation à Tahiti, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait encore très peu d'ouverture, après la terminale ou après la troisième dans les métiers de création. Et je savais que le mieux, c'était Paris. Mais je pense qu'avec encore peu de maturité à l'époque, il fallait vraiment que je fasse un choix immédiat, surtout en termes de vie active. Et mon choix, mon départ pour Paris, par exemple, est arrivé plus tard. Et sans regret, puisque j'ai réussi ma vie professionnelle dans l'hôtellerie. Et c'est ce qui m'a poussé à poursuivre en mode et puis à réussir finalement aussi. D'accord. Donc est-ce que tu dirais, tu me dis que tu as aucun regret, tu dirais que c'était un petit peu, un choix de sécurité de vouloir, rester dans l'hôtellerie ou? Exactement. Un choix de sécurité, surtout financier, au départ. Et ensuite, moi, j'ai eu l'opportunité entre-temps de faire de belles rencontres dans le milieu, notamment des élections de beauté, à Tahiti, puisque c'est très, très connu, les costumes végétaux notamment. Et par hasard, j'ai eu une opportunité, donc une amie, savait que j'étais manuel, mais j'en faisais pas, c'était pas mon métier ou c'était pas dans des représentations publiques que je me retrouvais. J'ai commencé à habiller mes collègues de travail, j'ai commencé à habiller mes amis dans des soirées à thème, je faisais des costumes et j'aimais bien partager sur les réseaux sociaux. De base, c'était un entourage précis, des amis seulement qui me connaissaient dans tout ce qui était créatif. Et au final, cet ami-là m'a proposé de participer à un premier concours public que j'ai gagné. Et donc ça a été un choc pour moi aussi parce que au final, j'avais pas vraiment de référence sur est-ce que je sais créer, est-ce que ça plaît, est-ce que ça peut aller au-delà de juste ma chambre qui était en fait mon atelier. Il y avait toutes ces questions-là et je suis passé, j'aime bien dire, de l'ombre à la lumière parce que sans m'y attendre, en fait, j'ai été propulsé en un seul concours, en une soirée, quoi. D'accord. Et c'était quel concours? C'était le concours de Miss Punaoya, c'était en 2017, D'accord. où je participais pour la première fois et ma robe a gagné le premier prix de Ça la plus re belle robe végétale. ça Ouais. reste quand même hyper récent, Oui, 2017, et elle 2017. Ouais. ressemblait à quoi? Si tu devais me décrire un petit peu la robe, elle ressemblait à quoi? Alors, cette année-là, donc le thème, c'était red carpet. Donc, en fait, c'est tapis rouge et chaque candidate devait porter une tenue avec la couleur qu'elles ont tirée au sort. Donc, nous, on tombe sur le rouge. Évidemment, j'étais content parce que, entre nous, j'aime quand les choses se voient, mais de près comme de loin. Et pour faire toute la différence, bien sûr, il faut se faire remarquer. Et j'étais ravi qu'elle me dise qu'elle est tombée sur le rouge. Mmh. La robe était rouge en morée, des tresses fines. Le morée est utilisé pour les jupes de danse Tyson, hein.
D'accord. et j'ai rajouté des petites graines de pipitio rouge également. Ok. Pour donner une image, je me suis inspiré de Fifty Shades of Grey qui venait de sortir cette D'accord. époque-là. Ok. L'affiche, c'était l'actrice principale avec un masque. Oui. Ce masque-là m'a marqué et donc elle portait un masque aussi pour l'événement, tout en graines. D'accord. Et alors, comment t'as réagi quand t'as appris que t'avais gagné? Ben, en fait, j'y croyais pas du tout parce que c'était un moment pile où je prenais une pause, je sortais de backstage pour aller dans le public Ok. et j'entends qu'ils vont annoncer le premier Mhm. prix. Mhm. Et j'étais avec mes amis et au final, mon verre d'eau est tombé et en fait, j'ai été sous le choc parce que c'était une soirée où dans ce concours, il y avait quand même des têtes connues en styliste en backstage avec moi et incroyable. Hein, ça m'a fait plaisir en même temps. Je me suis dit, waouh, c'est peut-être une porte qui s'ouvre. Ouais. Finalement, C'est un peu à ce moment-là que t'as eu le déclic et tu t'es exact. dit. Bah, en fait, je pense que au fond, le talent, il a toujours été là, mais là, ça t'a vraiment permis de voir de l'extérieur que tout le monde le Exactement. voyait en Et fait. puis, j'avais plein d'étoiles dans les yeux. C'était un truc de malade. Hein, j'étais, oui, sous le choc, émerveillé et trop fier. Et c'est là que je me suis dit, je suis capable, en fait. Je pense que ça a marqué beaucoup de gens et ça a été ma porte d'entrée pour l'élection de Miss Tahiti, donc la continuité D'accord. juste après, oui. Oui, et donc ça, c'était en 2017. Et après, le départ en France, il s'est fait pas longtemps après. En Au final. 2018. Ouais, donc t'as enchaîné J'ai direct. tout enchaîné, oui. Ouais. J'ai tout enchaîné. Donc, il y a eu Miss Punavuia. La même année, j'ai fait Miss Papara, Miss Tahiti. Et en fait, j'ai vraiment, en peu de temps, enchaîné les événements. Et donc, ce qui a fait que tout s'est propulsé en un rien de temps. Ok. Alors, quand t'es arrivé ici, comment tu l'as vécu? Tu quittes ton île, tu quittes tout ce que tu connais, tu viens ici. Comment ça se passe quand t'arrives Alors ici? déjà, j'ai décidé sur un coup de tête de venir à Paris. Donc pour moi, j'estimais que j'étais quand même bien dans mon travail. Je travaillais sur l'atoll de Tetiaroa à côté de Tahiti. Donc ça fait rêver plus d'un, c'est paradisiaque. Et un soir de Noël, je décide qu'il est temps. Là, j'ai eu vraiment l'image de je me voyais à Paris. On discutait avec des amis et puis je disais que et si c'était moi, le designer polynésien ou le designer français? Finalement, ça n'arrive pas qu'aux autres, j'aimais bien le dire. Donc, j'ai décidé de prendre un billet et j'ai décollé de Tahiti 2 mois après. Donc, en début d'année 2018, j'arrive à Paris. Je connaissais un petit peu, j'étais un peu venu en vacances auparavant, mais pour y vivre, c'était vraiment une grande décision qu'au final, j'aime bien dire, j'ai pas trop réfléchi. Et en arrivant, la première chose que j'ai dit en sortant de l'aéroport, ça va celle-là, elle me passe avec sa valise sur mes pieds. Et puis, donc là, j'ai des amis qui sont présents pour mon arrivée et ils disent «Bienvenue à Paris, Mano». Et j'ai fait «Mais c'est quoi expliquez-moi». Et bien sûr, il fallait que je m'acclimate un petit peu quelques jours, quelques semaines pour vraiment comprendre ce qu'il voulait dire. Mhm. Et Ouais. donc, j'ai eu un petit choc de ce côté-là, mais je savais pourquoi j'étais là. Hein. Je m'étais préparé à une nouvelle vie, de nouvelles habitudes, une nouvelle culture. Et puis, oui, mais sans regret parce que aujourd'hui, je suis très, très bien acclimaté. Ouais. D'accord. Oui. Et quand tu viens ici, tu as des amis et en termes de proches, est-ce que tu arrives en fait à ne pas te sentir trop seul? Parce qu'on sait que dans les îles, on est très famille, on est tout le temps tous ensemble, etc. Exactement. Là, est-ce que ça t'a fait quelque chose d'être ici tout seul dans un nouvel endroit? Alors, au départ, c'était plus, j'étais là, c'était une grande aventure avec un grand A. Et aujourd'hui, 8 ans plus tard, oui, la famille commence à manquer. Et heureusement, aujourd'hui, c'est plus simple pour se contacter, pour s'appeler, pour s'écrire. Mhm. C'est spontané, c'est immédiat.
Mhm. Mais de plus en plus, je ressens ce manque-là que j'aimerais bien, pourquoi pas, avoir ma famille ici avec moi à Paris. Je suis pas prêt encore à rentrer à Tahiti parce qu'il y a tellement de choses encore qui m'attendent et à vivre à Paris. Mais je viens d'apprendre, oui, que j'ai ma petite sœur qui vient bientôt me rejoindre. Ouais. Et ça te fait du bien? Et ça me fait trop du bien. Vraiment, j'ai l'impression que bah là, je viens de passer des vacances à Tahiti, donc je suis sur le retour depuis quelques jours. Le choc émotionnel, le choc, euh, la nostalgie, et puis là, je viens d'apprendre, oui, que ma petite sœur va me rejoindre. Donc pour moi, c'est ma moitié, c'est ma force. Donc je suis content, oui, qu'elle arrive bientôt pour une nouvelle vie ensemble. J'ai hâte de la faire découvrir ce que je Mhm. fais Mhm. dans mes tenues, dans mes créations, dans l'Hexagone ici. Qu'est-ce qui te manquait le plus quand t'es arrivé ici de Tahiti? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te manquait et qui peut-être que tu as réussi à le combler avec autre chose? Justement, le fait que tu aies plein de créations qui sont inspirées en fait de tout ce que tu as appris dans ton enfance. Comment tu faisais un petit peu pour pallier ce manque que tu avais de Tahiti? Et ben en vrai, c'est la mer tout simplement qui me manquait. Donc j'avais l'habitude, oui, de d'essayer au quotidien de me faire un bain tout simplement après mes journées de travail parce que je trouvais que c'était bien pour la peau. Mon œil plus se baigner, hein. Et donc c'est ça qui me manquait à Paris parce que bon il y a pas d'océan hein, à Paris, mais c'est ce qui m'a poussé à aussi visiter les coins de France, en côte ou en bord de mer, dans le sud ou en Bretagne par exemple, et en même temps de découvrir et en même temps de découvrir les températures de l'eau, oui. Qui sont très différentes. Voilà. Du coup, ouais. Dans ma tête, ça reste la mer, hein. J'ai quand même ma dose de vitamines Mhm. aussi. Mais oui, c'était plus le mélange mon œil et mer en même temps qui me manquait. Ok. Voilà. Tu t'es senti à ta place directement quand t'es arrivé ici? Alors au départ, c'est un peu difficile, hein, parce que, enfin difficile, c'est un grand mot, mais bah moi j'arrive de Tetiaroa, hein, les petites atolls paradisiaques, et Paris le lendemain. Donc ben c'était assez euh, bah mes remarques au début c'était ben les gens sont pas sympas, on me dévisage et bien sûr après je me rends compte que oui je suis polynésien, je suis pour les gens euh, à Paris, pour les Parisiens, je suis ou bien métissé, ou bien asiatique, ou bien, mais je suis pas parisien. Donc, il y a beaucoup de questionnements des gens qui se font naturellement, que ce soit dans les transports, en marchant dans la rue, et on sent par tous ces commentaires, tous ces dires, on sent qu'on est différent. Et ça, c'est un peu, c'est ce qu'on vit pas. On vit pas ça à Tahiti, je pense. Et c'est la première différence. Et ensuite, euh, tout ça fait que, au final, ben, on veut apprendre de ces personnes. Paris, c'est multiculturel, donc j'essayais de m'appuyer sur des choses qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que ça va m'apporter finalement cette vie parisienne, qui je vais rencontrer, quelle culture, qu'est-ce que je vais en apprendre. Et en fait, la soif de découvrir est venue tout seul, que ce soit dans les inspirations mode, inspirées de la haute couture française, que d'artistes peintres, photographes, tout ce beau monde qui aujourd'hui m'ont beaucoup inspiré, surtout dans mes créations. Mm. Ok, d'accord. Tu dirais que ton plus gros obstacle, ou si tu en as eu plusieurs, lesquels c'était depuis que t'es arrivé ici? Si t'as eu- C'est la distance. Donc, obstacle, pourquoi? Parce que ben, je continuais depuis à mon arrivée, je continuais à créer pour des événements à Tahiti. Ok, Donc, le premier obstacle, c'est la distance. ok. Parce que les filles que j'habillais
n'était pas finalement avec moi à Paris. Donc, il fallait s'organiser. C'était une organisation assez importante puisqu'en amont, je devais avoir les mesures des filles. À distance, j'avais besoin de photos pour voir vraiment la morphologie devant dos côté. Et toute l'organisation de l'achat des matières végétales sur Tahiti, les faire transporter jusqu'à Paris, ce qui, moi, me donnait un délai minime encore pour la confection et ensuite réorganiser le retour, transporter jusqu'à Tahiti pour l'événement et tout ça en espérant qu'il n'y ait aucune retouche sur ce que j'ai créé. Ça, la distance a été un premier obstacle, mais j'ai trouvé mon organisation. Ensuite, il y avait la force de ma famille qui était ma force, qui me motivait, qui m'accompagnait aussi. Quand j'ai besoin de matière à gauche, à droite, je déléguais, je faisais une partie. Tout le monde, chacun avait un peu sa tâche pour me soutenir et pour m'aider. Et tout ça en fait que j'ai pu réussir finalement à trouver enfin, un bon quiproquo entre la distance et puis la motivation de ma famille, puisque on s'appelle toujours et puis ils me motivent du coup à distance, quoi. Et tu dirais que le fait d'être venu ici, est-ce que ça t'a éloigné ou est-ce que ça t'a rapproché de ta culture? Ah, ça m'a rapproché. Ça m'a rapproché. Pour moi, bien sûr, la culture tahitienne, elle est belle, elle est importante, ça fait partie de ma vie. Mais j'ai encore plus eu cet attachement particulier depuis que je suis à Paris. Parce que on se rend compte qu'on est polynésien en premier et on se rend compte que on a une culture en fait qui plaît beaucoup et on est quand même un peuple souriant, solaire et solidaire. Et ça, je l'ai compris en arrivant dans l'Hexagone. Ouais. D'accord. Ok, donc pour toi, aujourd'hui, tu dirais que chez toi, c'est autant la France métropolitaine, enfin l'Hexagone, que Tahiti? Ou Oui. est-ce que... Ok. Tahiti, oui, la Polynésie, enfin, Roroto en premier, Hmm, c'est mon sang, c'est mon ADN. d'accord. Et je dirais que Paris, Paris, la France, m'a adopté. C'est ma ville D'accord. de cœur maintenant, Ok. parce que je me sens les deux au final. Ok. Je renie pas mes origines, mais j'aime aussi ma vie parisienne parce que ça, avant, j'étais petit, pour moi, c'était une vie qui se passait dans les films, mais maintenant, je la vis cette vie-là et je suis fier de représenter les 2 en même temps. Ok. D'accord. T'as réussi à atteindre les objectifs que tu t'es Oui, fixés quand t'es arrivé oui, ici. vraiment, et au final, je me suis fondu dans le décor, je pense, et je me suis bien adapté. Et oui, maintenant, ça inspire, je pense, d'autres Polynésiens, d'autres jeunes Mhm, à bien faire sûr. le même parcours, si ce n'est mieux. Mhm. Et puis j'ai hâte de pouvoir savoir. J'ai eu des retours déjà. Il y a beaucoup qui étaient intéressés justement d'écoles de mode, de faire des écoles de mode à Paris. Et puis j'essaye d'aider comme je peux, oui, à renseigner sur ce point. D'accord. Oui, j'ai quand même l'impression, en tout cas de ce que tu me racontes, qu'il n'y a pas vraiment eu de moment où où tu t'es senti dépaysé, en fait. Oui, non, pas beaucoup. En fait, ça a été des petites phases parce que, il suffit, moi je suis très émotif, il suffit que je regarde un film où, c'est l'amour d'une famille, l'amour d'un père pour son enfant et là, je pleure comme une madeleine, hein, ça, c'est des petits moments nostalgiques, oui, où je me dis que, finalement, moi, je suis à la maison, je suis tout seul, après, il suffit qu'on s'appelle et ça va mieux, quoi. D'accord. Mmh. Ok. Justement, au début du podcast, tu me disais que tu es quasiment certain qu'aujourd'hui, ta maman et tes grands-mères sont fiers de toi. Au niveau de ton palmarès, aujourd'hui, comme tu disais, tu fais vraiment un peu des robes pour des personnalités publiques. Comment est-ce que tu as réagi quand tu as été primée
en 2024 pour la robe de Miss Île-de-France. Ben, Comment c'est passé? j'étais vraiment sous le choc. En fait, j'étais dans le Zénith à l'élection et ben, je savais, c'était ma troisième participation à Miss France pour le costume régional. Donc, j'ai fait 2 années pour Miss Tahiti et c'est la première fois que je faisais une autre région. Quand on a annoncé mon nom, j'étais, en fait, déjà le fait d'entendre son prénom, son nom, en plus bien prononcé au micro dans tout le zénith, où là, en fait, j'ai eu plusieurs flashs à ce moment-là. Mhm. J'avais l'impression que quand elle prononçait mon prénom et mon nom, j'ai l'impression que le temps s'est arrêté et que elle le disait en slow motion, mais vraiment au ralenti, parce que j'ai eu tous les flashs possibles que il y a combien de caméras dans Zénith? Il y a combien de spectateurs qui regardent à la télé? Il y a combien de spectateurs sur place qui entendent Mayo Ité au roi euh, gagner le premier prix? Et j'étais, en vrai, entre nous, j'ai vraiment cru qu'on disait que j'étais Miss France. Vraiment, enfin, je pense que c'est presque comme les mêmes émotions. Bien sûr. C'est le choc. Et Ok. surtout, le fait de se dire aussi que c'est quand même 30 régions de France qui concourent, donc pour les candidates, mais aussi pour les créateurs des tenues régionales. Mhm. Et en amont, avant l'élection, ce sont les meilleurs qui ont été sélectionnés dans leur région. Mm. Donc pour moi, ça a été l'Île-de-France. Et ensuite, j'ai su que il y a eu une centaine de candidatures quand même pour participer, pour être peut-être le créateur de cette robe. Et j'ai eu la chance d'être reçu. Et oui, en vrai, pour tout dire, moi, je réalise toujours pas, hein. Pour moi, c'était une concrétisation, enfin, un rêve qui se réalise en Miss France, quoi. Sous le choc. Et en plus, premier Polynésien à gagner la plus belle robe régionale. Mm. Pour l'Île-de-France, le comité m'a dit c'est la première fois qu'il gagnait le costume régional aussi. Mm. Donc c'était, oui, tout le monde, mais enfin moi j'étais pris d'émotion, fier. J'ai sauté de joie, j'ai pleuré. Enfin, dans les mêmes secondes, en fait, il y avait tout ça. Les gens à côté, c'était l'euphorie. Ben, les gens voyaient, ben, du coup, que les gens qui me connaissaient venaient me féliciter. J'ai eu la chance d'être avec délégation du comité de Tahiti qui était à côté de moi. Donc, les gens me voyaient en pleurs, les Tahitiens à côté me félicitaient. Euh, le public nous voyait, ben, venez prendre des photos, me féliciter. Et en fait, il y a eu, le programme n'est pas terminé, que il y a eu un regroupement là où j'étais. Je savais plus où donner de la tête. C'est pour ça que je dis, ben, j'ai l'impression d'être Miss France, quoi. Donc c'était quelque chose. Et je pensais à ma famille, je pensais à tous les Polynésiens qui sont là devant l'écran. Ils viennent d'entendre mon nom. Et oui, ça a été, ouais, c'est c'est de beaux souvenirs en tout cas. Ouais. Et justement, la question que j'allais te poser, c'est à qui tu penses quand on annonce ton prénom, en fait. Tu disais que tu pensais aux Polynésiens, tu penses à tes parents, à qui tu penses exactement? Ah, je pense à ma petite sœur. Et bah là, j'y repense encore le moment où on a annoncé mon nom. Ben, je pense à elle. C'est ma moitié en fait, et c'est elle qui me soutient, qui me motive dans tout ce que je fais. Et ça me fait ça à chaque fois. Ben, ce moment, il a été tellement magique pour moi parce que ça a été beaucoup de travail déjà. Et j'ai pensé à ma petite sœur parce que pour moi, je considère que c'est un sacrifice quand même d'être séparé d'elle. J'ai fait ce choix. Elle n'a pas eu le choix. Et c'était
une manière de lui dire, ben regarde, je suis parti pour ça, pour briller pour non seulement pour ce que je fais, mais pour briller pour nous deux, pour nous, pour la Polynésie. Et aujourd'hui, je prouve que on peut le faire, on peut venir d'une toute petite île, on peut réussir et passer devant les meilleurs pour inspirer aussi tous les Polynésiens à sortir, à ne pas avoir peur d'oser essayer et tenter de nouvelles aventures. C'est ce que je me suis dit en tout cas quand j'ai entendu mon nom. Et oui, ma petite sœur, moi je lui dois tout parce que même à distance, c'est ma motivation première et rien que de la voir trop fière de moi, ben, je suis reconnaissant de l'avoir dans ma vie. Ok, Mm. d'accord. Et cette robe, elle ressemble à quoi? C'était la robe du Moulin Rouge? C'était la C'est robe du ça? Moulin Rouge, oui. Ouais. Donc le moulin tournait sur sa tête. J'avais fait un moulin qui tenait sur comme un diadème. Et en fait, manuellement, elle pouvait bouger le moulin qui tournait sur sa tête comme elle voulait. Et donc la robe toute rouge, en dentelle, en tulle, il y avait des strass collés à la main, sur toute la robe, sur toute la tenue de la tête aux pieds. Ça scintillait, j'y étais la veille de l'élection au tournage. Et vraiment, c'était une robe magique et je l'ai rêvée comme elle est devenue finalement, comme elle a été cousue, comme elle a été portée. Et donc Julie, Miss Île-de-France qui l'a portée, on a fait des essayages, je lui ai proposé des mouvements à faire pendant qu'elle défilait et elle a fait exactement comme on avait dit et trop fière. Et combien de temps on prend à faire une robe comme celle-là? J'ai mis 3 semaines matin et soir. D'accord, oui, parce qu'il faut savoir que toi, du coup, tes robes, tu les fais tout seul quasiment. Oui. Tu fais tout, tu Je fais designs, tout seul. J'ai aussi ma meilleure amie qui est à Paris, donc qui m'aide comme elle peut. Donc ça, c'est toujours des mains en plus. Mais oui, je travaille tout seul en général chez moi. Ok. Est-ce que tu as un peu une signature qu'on retrouve dans toutes tes créations? Alors, j'ai pas vraiment, enfin, j'aime pas dire que j'ai une signature, mais les gens me disent souvent que oui, ils reconnaissent mes tenues. Donc, j'aime bien leur demander pourquoi. Bon, est-ce que c'est je sais que je crée pour provoquer le wow. J'aime quand ça se voit de loin. J'aime quand c'est tape à l'œil, quand c'est brillant, quand ça scintille, quand c'est original, quand c'est nouveau. J'ai pas vraiment enfin, ma signature, c'est dans l'élégance et surtout dans la mise en valeur du corps de celle qui la porte. D'accord. Mm. Ok. Et ton inspiration, tu la retrouves toujours en fait dans tes racines, dans tes origines, tu peux me la Exactement. communiquer? Donc, Rouroutou, c'est ma première C'est ça. inspiration. L'île en elle-même, la joie de vivre des habitants, la Polynésie, après les paysages et toutes les matières végétales qu'on a en Polynésie, toutes les couleurs. J'essaye de faire refléter ça dans mes tenues tout le temps. Mm. Ok, super. Et là, donc, ta dernière création à l'heure d'aujourd'hui, c'est celle pour la Miss Tahiti, c'est Donc ça? Miss Haiti, donc c'était récent, Hineo Poco Devez a porté ma tenue végétale qui a fait partie du top 3 des plus belles robes végétales pour l'édition 2025. Elle a été couronnée aussi, donc une grande fierté, oui. J'ai habillé Miss Haiti 2025, donc qui part à Miss France en décembre prochain. Mm. Et tu travailles sur d'autres robes en ce moment aussi ou pas encore? Alors, j'ai d'autres projets en ce moment, oui. Donc, j'ai East Haiti, donc qui arrive bientôt le mois prochain. Et Ok. oui, donc un costume donc que je vais faire à distance. J'étais à Tahiti cet été, donc je vais préparer sa tenue, donc j'ai pu le rencontrer. Donc Moana Tresanta,
D'accord. Et donc, je fais à distance, je prépare à Paris les tenues pour les envoyer à Tahiti. Oui. D'accord. Et à l'avenir, est-ce que tu aimerais, on va dire, élargir un petit peu la clientèle pour qui tu fais les robes ou tu comptes rester exclusivement sur la Polynésie, les îles, etc. Oui, alors là, de la Polynésie, ma clientèle, elle est maintenant en France. Mhm. Donc, je travaille sur les deux. Euh, J'ai eu la chance d'habiller des personnes venant d'Égypte, des États-Unis aussi. Ok, Donc, petit à petit, je pense. ok, Petit d'accord. à petit. En tout cas, mon objectif premier, ça a été Tahiti. Maintenant, c'est fait. C'est la France. Ça commence. Mhm. Je fais beaucoup de déplacements dans le sud. Les sudistes sont fans. Et j'espère les pays à côté, oui. D'accord. Ok, très bien. Super. En tout cas, j'espère que tu as conscience de tout le parcours que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Tu arrives quand même à prendre un peu de recul sur tout ce que tu as fait. Mais en fait, c'est en rencontrant les gens. Heureusement que les gens me rappellent, mais vraiment, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je l'ai fait? C'est dingue quand même. C'est dingue. Heureusement que les gens me le rappellent. Ouais. Vraiment, j'essaye du coup de conseiller aussi du mieux que je peux. Tous ceux qui m'approchent, qui me posent des questions sur comment s'inscrire dans une école de mode, quelle école de mode, comment financièrement, est-ce que oui, c'est faisable, comment s'installer à Paris. J'essaie, oui, d'accompagner sur mes réponses, sur mon parcours. Ouais, Et tu deviens un peu une inspiration en fait pour les oui, Polynésiens ou même les personnes qui veulent partir de exactement. chez elles. Exactement. Je pense que j'inspire beaucoup la Polynésie parce que moi, j'aurais aimé à mon époque avoir des figures finalement en mode Mhm. pour pouvoir faire le même parcours ou suivre le même chemin. Et au final, je réalise que j'ai beaucoup observé des grands créateurs, mais étrangers. Je regardais beaucoup les films, j'étais fan des Disney en matière de costumes et aujourd'hui je suis content d'inspirer finalement les jeunes à faire aussi des métiers créatifs, à s'orienter dans la mode, dans la création artisanale et surtout à l'exporter parce on a un peu cette signature polynésienne partout où on va, euh, qui se ressent dans nos créations et qui se partage aussi finalement avec, euh, avec d'autres cultures. Mm. Et donc, si tu avais un dernier mot, on va dire un conseil à donner à que ce soit un Polynésien ou tout simplement un jeune qui veut partir pour, je dirais même plus que quitter son île, c'est vraiment prendre un chemin différent en fait de tous ses proches ou des générations avant de sa famille, qu'est-ce que ça serait? Je dirais de ne pas avoir peur, d'arrêter de douter et de croire en ses rêves déjà, de croire en son potentiel surtout et de ne pas écouter qui que ce soit qui dise que ton rêve est impossible et ça arrive qu'aux autres. Parce que c'est des choses quand on le ressent, tant qu'on n'essaye pas, tant qu'on n'ose pas, on va jamais savoir si finalement le prochain c'est nous. Et c'est le premier conseil que je donne à chaque fois. Et j'espère que ça va aider beaucoup à, à rêver et surtout à vivre ses rêves. Ok, super. Une très belle façon de conclure ce Ah premier oui. podcast. Merci beaucoup, Manuali, Merci beaucoup pour d'avoir été parmi nous. l'invitation. Et merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode. Et on se retrouve du coup dans un prochain épisode de Mon Horizon.